Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui, j'interroge Lison de Caunes. À 69 ans, Lison de Caunes est maître d'art en marqueterie de paille. Si aujourd'hui cette technique est dans tous les musées, dans toutes les vitrines de luxe et dans les plus beaux salons, il y a 30 ans, plus personne ne la pratiquait. Non seulement Lison de Caunes a ressuscité un savoir-faire, mais elle a créé un marché. Décorateur par décorateur, chantier par chantier, Lison de Caunes a écrit sa success story en marqueterie de paille, de passion, de persévérance et de providence. Bonjour Lison de Caunes. Bonjour. Comment elle a commencé votre vie créative? Vous étiez comment petite fille? J'ai toujours tricoté, crocheté, brodé, c'est-à-dire occupé mes mains. Donc j'adore avoir les mains occupées par quelque chose de créatif. Après, je me suis dirigée vers la marqueterie de paille, en partie parce que je suis née au milieu d'objets en marqueterie de paille, en galucha, en bois, qui étaient réalisés par mon grand-père, qui était décorateur pendant la période des années 20, qui s'appelait André Groux. Et donc je voyais ces objets en marqueterie de paille et je trouvais ça magnifique. Et après mon bac, en fait, je me suis demandé ce que j'allais faire. Je cherchais un métier où je puisse justement avoir de la création et quelque chose de manuel. J'ai fait l'UCAD, en fait, l'Union Centrale des Arts Décoratifs, qui était rue Beethoven à l'époque, où mon grand-père avait d'ailleurs été professeur. Et là, j'ai appris la reliure, la dorure, et j'ai pris parallèlement à ça des cours d'ébénisterie. Et avec ce bagage en main, je me suis petit à petit intéressée en fait à toutes les matières que travaillait mon grand-père, c'est-à-dire le galucha, le parchemin, la marqueterie de paille et la coquille d'œuf. Donc j'ai commencé à faire des expériences, j'ai eu un atelier très tôt, je faisais de la reliure, et j'ai commencé à apprendre vraiment sur le tas le métier, parce que malheureusement, à l'époque, moi où j'ai commencé, c'était dans les années 75, il n'y avait aucun cours qui puisse enseigner ce que je voulais apprendre, aucun même texte, parce que j'ai été à la bibliothèque Fornet faire des recherches, j'ai rien trouvé. Donc j'ai vraiment appris sur le tas dans l'atelier. Et votre grand-père, il était encore là, vous l'avez connu? Alors mon grand-père, il me reste quelques outils de mon grand-père. Il me restait de la paille qu'il avait de son atelier, mais il est mort en 68, donc avant, moi j'étais encore au lycée. Avant que vous vous installiez? Avant que je m'installe. En fait, la première chose que j'ai faite en marqueterie de paille, c'est que j'avais un plateau de mon grand-père. Je me suis dit, je vais faire pareil. Donc j'ai un petit peu défait ce qu'il avait fait pour voir comment il avait fait, et j'ai vraiment sur le tas copié ce qu'il faisait, et c'est comme ça que j'ai appris les rudiments de la marqueterie de paille. Pas d'apprentissage, pas de maître? Rien, aucun maître, vraiment, parce que moi quand j'ai recommencé à travailler le galucha, surtout le parchemin et la paille, c'était plus à la mode. Ça n'intéressait plus personne. D'accord. Parce qu'après la période Art déco, non, il n'y avait plus d'atelier, plus personne ne travaillait cette matière. Et après la période Art déco, ça n'était plus à la mode ces meubles. On est passé à d'autres matériaux. Mais alors qu'est-ce qui vous a pris à vous? Pourquoi cette matière-là? Pourquoi la paille? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'avait fait mon grand-père en paille, je trouvais ça magnifique. Et je me suis dit, mais c'est tellement beau, je vais essayer de me lancer là-dedans. Alors c'est un très très long parcours, faites patience et encore de patience. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, donc il n'y avait aucun client qui s'intéressait à ça. Je faisais un petit peu de reliure et petit à petit, j'ai abandonné la reliure pour m'intéresser surtout à la marqueterie de paille. Et j'ai commencé à faire de la restauration de marqueterie de paille. Ah oui. Voilà. Parce que petit à petit, quand même, j'allais voir, j'ai eu quelques articles. J'ai fait une exposition à la bibliothèque Fornet en 92, qui a été la première exposition sur la marqueterie de paille, où j'avais réuni 300 objets en marqueterie de paille. Donc ça a commencé à se savoir qu'il y avait quelqu'un qui restaurait la marqueterie de paille. Donc les gens qui avaient des collections anciennes de marqueterie de paille, puisque ça date depuis le XVIIe siècle, ont commencé à m'apporter des objets XVIIe, XVIIIe, XIXe. J'ai commencé à restaurer ces objets et j'ai vraiment appris mon métier en faisant de la restauration.
On est allé très vite du coup dans la façon dont vous êtes installé professionnellement, mais avant ça, vos parents ne sont pas des artisans eux-mêmes? Mes parents sont écrivains, journalistes, donc c'est un milieu complètement alors, différent. Comment ils ont pris que vous choisissiez une carrière, enfin un destin manuel? Ma mère était très heureuse parce qu'elle admirait beaucoup son père, son talent de décorateur, et elle était très heureuse que je continue à faire vivre cette tradition. En plus, on était quand même une famille où il y avait beaucoup de créateurs, puisque ma grand-mère était la sœur de Paul Poiret, elle avait une maison de couture, une autre sœur de ma grand-mère dirigeait la maison Boivin, parce qu'elle avait épousé René Boivin, donc on était quand même entourés de cet aspect artistique. Mais chez moi, quand j'étais jeune, il y avait des meubles en galucha, magnifiques. Personne ne les remarquait, personne ne les voyait. Aujourd'hui, ils sont aux arts décoratifs. Ah oui. Voilà. Il a vraiment fallu refaire sortir la marqueterie de paille et le galucha d'ailleurs. Mais le galucha, j'ai arrêté il y a une quinzaine d'années de faire du galucha pour me consacrer uniquement à la marqueterie de paille. Mais il a fallu une quinzaine d'années pour faire sortir cette matière de l'oubli. Quand j'ai commencé à faire de la marqueterie de paille, j'ai été voir tous les antiquaires qui vendaient de la période art déco. Ça commençait à devenir à la mode. Et leur dire, voilà, vous savez, je suis la petite fille d'André Groux. Et si vous avez des meubles en marqueterie de paille, en galucha, en parchemin, je peux vous les restaurer. Et donc les antiquaires étaient très contents parce que j'ai été la seule pendant 15 ans à restaurer ces matières-là. Et vous avez fait du porte-à-porte. Et j'ai fait du porte-à-porte, exactement. Vous avez eu un ange gardien dans le métier qui vous a guidé? Non. Mais j'ai une bonne étoile parce que je me lance dans des choses assez improbables qui me font pas peur et ça marche. Cela dit, pendant 15 ans, je me suis dit mais je vais jamais réussir à gagner ma vie correctement, à faire reconnaître cette matière, à avoir des commandes. Et puis si, petit à petit, c'est venu, les gens ont commencé à en parler, donc il y a eu des articles. Mais la première exposition que j'ai faite à la bibliothèque Forney, c'est moi qui appelais les journalistes pour leur dire « Venez, il y a une belle exposition, c'est la première exposition qui a lieu sur la marqueterie de paille, vous verrez des objets magnifiques. » Et les journalistes me répondaient, je me souviendrai toujours de cette réflexion, « Mais enfin, ma petite dame, qui voulez-vous que ça intéresse la marqueterie de paille ?» C'était ça. Mais vous vous êtes pas découragée. Je suis pas découragée. Vous aviez cette mission, en fait, de ressusciter une matière et un savoir-faire. Oui, mais vous savez, quand on fait ces métiers-là, il faut surtout pas se décourager. C'est long de se faire reconnaître, de se faire même connaître. Donc il faut vraiment avoir beaucoup d'obstination, beaucoup de patience et y croire formidablement. Mais j'adorais en même temps, donc... Vous aimiez ça? J'adorais ça. Et alors à quel moment vous êtes passé de la restauration à la création? Est-ce que vous avez toujours créé, mais vous n'aviez pas encore les clients? Ou alors un jour vous vous êtes dit, mais je suis aussi capable de créer? Non, j'ai toujours créé parce que à côté de la restauration, c'était amusant aussi de faire des choses un peu plus contemporaines. La première chose que j'ai faite, c'est une armoire que j'ai offerte à ma mère en marqueterie de paille, donc qui est chez elle. Et elle était très émue de voir que la tradition de son père continuait à travers moi. Je me souviens que ma mère disait toujours « J'espère que s'il est là-haut quelque part, il te voit, il serait tellement content de voir que son travail perdure à travers toi. » Et mon ange gardien, je peux dire que c'est mon grand-père. Vous pensez à lui? Oui, mais vous voyez, il est là en photo, il est là en marqueterie de paille. Ouais. J'ai des vieilles factures de son atelier. Oui, c'est lui mon ange gardien. En plus, pour démarrer dans un métier en n'étant pas connu du tout, son nom m'a beaucoup servi. Parce que quand je vais voir un antiquaire et que je lui dis je suis la petite fille d'André Groux, ça rassure. Voilà. Ouais, je comprends. Et alors vous qui avez assumé votre créativité, comment vous avez conjugué votre créativité à vous et celle des décorateurs et des architectes avec lesquels vous travaillez? Ça se passe comment ce dialogue-là? Alors au début, le premier architecte qui s'est vraiment intéressé à la marqueterie de paille, ça a été Peter Marino aux États-Unis. Premier objet que j'ai fait pour lui, c'est du galucha d'ailleurs. Et puis un jour, il a su que je faisais de la paille, donc il m'a commandé un objet en paille, un mur en paille. Le problème, moi, quand j'ai commencé la marqueterie de paille, il y avait 3 couleurs de paille. Il y avait bleu, rouge, jaune, enfin couleur paille, qui étaient utilisées par les rempailleurs de chaises. Donc j'allais chercher ma paille à Fontainebleau, je me souviens, chez un céréalier. Et puis un jour, j'ai découvert le fabricant de ces bottes de paille qui travaillait pour les rempailleurs de chaises. Et je lui ai dit, mais c'est exactement la paille qu'il me faut, mais c'est magnifique. Et lui, il voulait arrêter son métier parce qu'il disait, de toute façon, les rempailleurs de chaises, il n'y en a plus. Je lui ai dit, non, continuez, moi, elle est très belle, votre paille. Vous allez voir, ça va marcher.
Et petit à petit, il s'est pris au jeu, il a commencé lui aussi à faire des teintures. Et aujourd'hui, il fait une 40aine de couleurs différentes. Incroyable, donc son atelier continue à marcher. J'ai sauvé son métier de céréalier, voilà, ça c'est sûr. Ouais. Hein. Et aujourd'hui, il envoie de la paille dans le monde entier, il a quintuplé ses hectares, enfin voilà. Ah oui, c'est... Et puis c'est vraiment des boules de neige, quoi. Petit à petit, ça s'est su. Je faisais de la marqueterie de paille, donc il y a de plus en plus de décorateurs. Il y a Jacques Grange aussi, qui est un des premiers décorateurs pour qui j'ai travaillé. Alors lui, il connaît très bien la paille, parce qu'il connaît très bien Jean-Michel Franck. Donc c'est qui Jean-Michel Franck? Jean-Michel Franck était le grand décorateur aussi de l'art déco qui a travaillé la paille. D'accord. En fait, il y a 2 décorateurs qui ont travaillé la paille et le galuchat. C'est André Groux et Jean-Michel Franck. D'accord. Ces objets valent des fortunes aujourd'hui. Et donc, je les restaure. Je continue toujours à restaurer les objets de Jean-Michel Franck et d'André Groux. Donc, la restauration, je continue. Oui, vous avez Mais pas arrêté ça s'est complètement transformé, mon atelier. Moi, j'ai travaillé seule pendant 20 ans, avec éventuellement une stagiaire qui venait de temps en temps. Et je ne faisais que de la restauration. La création, je la faisais à côté pour le plaisir. Voilà, en faisant des coffrets, des cadres, des plateaux, mais que je vendais pas, voilà, mais qui étaient là. Et puis aujourd'hui, je fais 99,9% de création. Parce que le fait d'avoir montré à tous ces décorateurs tout ce qu'on pouvait faire avec la marqueterie de paille, ça leur a aussi ouvert les yeux, ça leur a donné des idées. Donc 20 ans de restauration, 20 ans de création. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que la marqueterie de paille ne se cantonne pas à l'art déco, qu'on peut faire des choses très contemporaines. Donc d'associer la marqueterie de paille avec du métal, avec du verre, avec des cuirs, avec du bois, bien sûr. Donc vraiment, continuer à innover perpétuellement dans la matière. Parce que si on ne continue qu'à faire ce qui s'est déjà fait, il y a un moment où on s'appauvrit terriblement. Et on s'ennuie un petit peu. Et on s'ennuie en plus. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre savoir-faire pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est la marqueterie de paille? Racontez-nous. Je pars d'une botte de paille qui est de la paille de seigle. D'accord. Qui est donc un fût de seigle qui est soit teinté par mon céréalier, soit teinté par moi quand je veux des couleurs un peu plus recherchées et plus originales. Donc j'ai cette paille, je l'ouvre, je l'aplatis pour en faire un ruban. Et une fois que j'ai ce ruban, je le colle. Alors je le colle soit en paille droite, comme beaucoup de choses que vous voyez ici, soit en soleil, soit en forme d'éventail, ou je fais vraiment de la marqueterie, c'est-à-dire avec des incrustations. En fait, ça s'appelle marqueterie parce que c'est très proche de la marqueterie de bois. La matière n'est pas la même, les outils ne sont pas les mêmes parce que la marqueterie de paille c'est beaucoup plus fin que le bois, donc on n'a pas besoin d'outils électriques, on travaille avec des scalpels, mais la technique c'est de l'incrustation, vraiment de la marqueterie. D'accord. Et de la superposition de matière extrême. Pas de extrême. superposition, jamais. On ne colle jamais de la paille sur de la paille. On incruste. On incruste. Comme une marqueterie de bois. D'accord. Quand vous touchez, c'est lisse, il n'y a pas de superposition. Et ce qui est extraordinaire avec la paille, c'est que la brillance que vous voyez, ça n'est pas verni. Il y a un vernis de silice naturel dans la paille qui lui donne sa brillance et qui lui donne sa résistance. Et qui ne part pas à la teinture. Qui ne part pas à la teinture. Vous savez, la paille, c'est imputrescible. La paille qu'on met dans les étables, ça pourrit pas. C'est un matériau. On a toujours l'impression, on pense à la petite maison Naf-Naf, la maison en paille qui est très fragile. Non, c'est pas un matériau fragile. Les 3 petits cochons. Les 3 petits cochons, oui. Une fois que la paille est collée sur le bois, parce que moi je colle sur du bois, et qu'elle est bien collée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de superposition justement, vraiment ça bouge pas. Et vous utilisez un type de colle spécifique? C'est de la colle à bois. En fait, c'est très simple comme matériel. C'est très simple parce que les outils sont simples. La technique est assez simple, on colle bord à bord de la paille, après il y a une dextérité, et après arrive l'aspect créatif de la matière, donc il y a une façon de la poser pour qu'elle joue joliment avec la lumière, donc voilà, après on peaufine, mais la technique elle-même est assez simple. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de stages, on fait un stage par mois à l'atelier, justement pour initier des amateurs à la marqueterie de paille, et plutôt que d'aller faire de l'encadrement où il faut quand même pas mal d'outils, là ils reviennent chez eux, ils ont une petite botte de paille, un scalpel, un réglet, de la colle et paf, ils peuvent coller. Ils peuvent s'initier.
qu'une machine pourrait faire des mètres carrés de marqueterie de paille? Est-ce que ça existe? Il y a une machine qui fait de la marqueterie de paille? Alors non, il n'y a pas de machine. Il y a un artisan qui s'est installé au Vietnam, qui fait de la marqueterie de paille, qui travaille d'ailleurs le galucha, le bois, en fait c'est assez beau ce qu'il fait d'ailleurs. Il a fait des rouleaux de papier peint en marqueterie de paille. D'accord. Mais c'est pas fait à la machine. C'est fait à la main, Oui, c'est-à-dire à qu'il y a la des main petites pas mains chère. qui collent, voilà, à la main pas chère qui colle sur du papier et ensuite il enroule. Mon grand-père faisait déjà ça. Ah oui? Vous voyez, mon grand-père avait fait des rouleaux aussi de marqueterie de paille. Il n'y a pas de machine qui pourrait faire ça. Il y a quand même une vraie part d'humain parce qu'il y a une part de soin et de... Chaque paille doit s'adapter à la paille d'avant et à la paille qui va venir après. De micro-décisions, en fait. Oui, exactement. Et je ne vois pas une machine capable d'ajuster tout ce qu'on fait, nous, sur chaque paille. A priori, non. Mais c'est comme de la feuille d'or. Je ne vois pas une machine mettre de la feuille d'or sur un mur avec autant de subtilité, d'intelligence. Bien sûr. Mais c'est intéressant de noter justement ces métiers irremplaçables. Je crois. Mon grand-père avait aussi inventé un laminoir pour écraser la paille. Ça faisait 2 mètres de long, il y avait une grande manivelle. Bon, sûrement que pour écraser la paille, il y a une technique qui irait plus vite que nous, on l'écrase à la main. À la main, au oui, marteau? On l'écrase à la main, oui, avec un plioir ou un marteau, oui. Une par une, donc? Une par une. Une par une, oui. On peut avoir un laminoir, oui, pour écraser la paille. Ouais. Mais c'est un outil, c'est pas une machine. Non, bien sûr. On peut s'aider d'outils. Je vois pas de machine capable de... Surtout que quand on fait des marqueteries un petit peu compliquées, à chaque fois on réfléchit à la façon dont on va positionner la paille. Donc il y a de toute façon une décision humaine. Une intelligence. Oui, une intelligence humaine, oui. Je vois pas, non. D'accord. Je vois pas. Est-ce que vous pourriez nous décrire une des œuvres ou une des créations qui, d'après vous, est particulièrement contemporaine, justement, parce que on veut donner à imaginer, donner à voir? Une des plus belles choses que j'ai faites, je crois, c'est la pièce à entresol de Guerlain quand ils ont réouvert leur boutique 68 avenue des Champs-Élysées. Voilà. Tout l'entresol, qui est un peu leur musée, où ils présentent un orgue à parfum extraordinaire. Tous les murs sont recouverts de marqueterie de paille, avec des paravents qui sont double face et qui reprennent le nid d'abeilles du flacon aux abeilles, qui est le flacon phare de Guerlain. Ça a été un très très gros chantier, mais je trouve que c'est vraiment une façon de voir la paille dans toute sa beauté, et c'est éblouissant cette pièce. Et sur de très grandes surfaces aussi. Sur des très grandes surfaces, oui. Parce que je fais beaucoup de grandes surfaces, en fait. J'ai fait il y a 2 ans 100 mètres carrés de dressing pour un appartement à New York. Là, c'est vraiment des mètres carrés qu'on fait, hein, la paille droite. Et tout est fait dans le petit atelier ici, près de la rue du Cherche-Midi. Tout est fait ici, la paille vient de France et tout est fait ici. Et une des raisons pour lesquelles aussi, je pense, la paille a du succès aujourd'hui, c'est parce qu'écologiquement, on n'est pas en train de dépeupler les champs, parce que de la paille de seigle, il y en a tant qu'on veut. Il n'y a pas de traitement chimique sur la paille, à part la teinture dans laquelle elle est plongée, qui est un bain. Elle est séchée au soleil. C'est très naturel. Et la matière, il n'y a pas de vernis par-dessus, il n'y a rien. C'est de la paille qui est collée sur du bois. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est la transformation d'une matière très humble, la paille de seigle. Hein, vous savez, les pailles, avant, ça servait pour boire. La limonade, on la buvait dans un fût de paille avant les fameuses pailles en plastique qui nous ont ravagé l'environnement. Oui. Donc c'est vraiment une matière qui a toujours été utilisée, qui est très naturelle, qui est pas chère. Donc quand on rate quelque chose, on enlève la paille, on recommence. C'est pas de la feuille d'or, je veux dire. Donc c'est pas grave. Après on balaye le soir la paille qui est sur le plancher. Et... Donc c'est vraiment la transformation par la main de l'artisan et l'intelligence de la main de l'artisan qui fait ce produit luxueux et raffiné. Et alors, vous avez ressuscité un savoir-faire, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas d'école, et vous avez obtenu le titre de maître d'art. Donc en fait, vous avez institutionnalisé quelque part un savoir-faire qui avait disparu.
Moi, j'ai été très contente d'être maître d'art parce que ça voulait dire qu'on reconnaissait cette matière. Ouais. La marqueterie de paille pouvait être dans les grands livres où il y a tous les métiers, il y a dorénavant marqueterie de paille. Et puis aujourd'hui, c'est enseigné dans les grandes écoles qui enseignent l'ébénisterie. C'est enseigné à l'école Boulle, à Saint-Luc, à Saint-Quentin, à Revel. Donc les jeunes qui aujourd'hui apprennent l'ébénisterie ont aussi la possibilité d'apprendre la marqueterie de paille. Donc vraiment, c'est incroyable, d'ailleurs j'en reviens pas, c'est là où je me dis que j'ai vraiment une bonne étoile, cette matière oubliée, méconnue, que personne ne connaissait il y a 30 ans, est vraiment en train de redevenir très à la mode aujourd'hui. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis de plus en plus contactée par des maisons de luxe qui veulent soit un grand panneau représentant... j'ai fait un cadran de montre pour Cartier, j'ai fait un palmier il n'y a pas longtemps pour Cartier aussi, j'ai fait toutes les vitrines de Van Cleef & Arpels. C'est-à-dire que les maisons de luxe font appel maintenant aux artisans qui travaillent la paille, parce qu'on considère que la paille peut être installée dans une boutique de luxe. C'est extraordinaire. Et ça, c'est formidable. Et oui. alors justement, c'est aussi une aventure entrepreneuriale assez extraordinaire. Et est-ce que vous voulez bien nous parler de l'aspect économique des choses ? Vous avez dit qu'au départ, c'était très difficile d'en vivre. Donc aujourd'hui, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est une success story. Ça veut dire quoi ? Est-ce que vous pourriez nous donner un chiffre d'affaires, une échelle, un ordre de grandeur ? Les success stories des artisans, c'est sur la longue échelle. C'est-à-dire on démarre dans son petit atelier. Moi, j'ai travaillé toute seule pendant très longtemps. J'avais du mal à finir mes fins de mois. Ouais. Bon, mais je m'accrochais parce que je trouvais ça passionnant et puis que j'y croyais vraiment. Et puis petit à petit, de plus en plus de décorateurs, de plus en plus de commandes. Donc il faut prendre quelqu'un qui vous aide parce que toute seule, j'y arrivais plus. Aujourd'hui, on est 9. Ah oui, quand même. Donc c'est devenu une PME. J'en reviens pas moi-même d'ailleurs qu'en partant de si bas, j'ai réussi à continuer à vivre de mon métier et surtout à faire vivre toute une équipe. Je suis toujours... bluffée par moi-même, en fait, d'avoir réussi ça. Voilà, moi, je suis bluffée par vous-même. Mais oui, mais je trouve ça extraordinaire. Surtout, vraiment partant de très loin. Hein, et vous n'allez pas nous donner de chiffre d'affaires ? Je crois, parce que alors, je suis très très mauvaise avec les chiffres. Ma fille travaille avec moi depuis 4 ans, donc j'ai ma sœur qui travaille avec moi et j'ai ma fille qui travaille avec moi. Ma fille s'occupe de toute la gestion de l'atelier, mais je crois qu'aujourd'hui, on est à peu près à 800 000 € de chiffre d'affaires. Quand elle m'a dit ça il n'y a pas longtemps, j'ai failli tomber à la renverse en me disant mais c'est pas possible parce que c'est trop fort. C'est trop fort. Oui, c'est. Mais je vous dis, ça m'étonne moi-même quoi d'avoir réussi à ce que ça marche aussi bien. Bravo. Et alors justement, on parle de votre fille et c'est souvent une de mes questions, c'est comment on partage dans la famille son savoir-faire, cette passion qui parfois peut être un peu une obsession. Vous travaillez en famille. Vous avez votre fille, vous avez votre sœur. C'est récent. Ma fille, ça date de 4 ans. Ma fille a fait ses études aux États-Unis. Elle a étudié quoi ? Elle était à FIT, Fashion Institute of Technology. D'accord. Donc la gestion, le marketing, la presse, mais plutôt dans le monde de la mode. J'ai 2 filles. J'en ai une qui est journaliste, donc qui a suivi une autre voie, et celle-là qui était quand même plus dans l'idée du luxe et de la création. Et puis quand ma fille est revenue aux États-Unis, elle cherchait du travail, donc elle venait pas mal ici. Elle a commencé à me dire, mais enfin maman... Tu n'as pas déposé ton nom à l'INPI, tu n'as pas de réseau, tu n'es pas sur Instagram, ton site il est ringard, tu n'as pas de documents assez représentatifs de ton travail. Et comme elle était dans l'atelier, elle voyait quand même que l'atelier marchait quand même bien. Elle me disait, mais tu te rends pas compte, tu commences à être vachement connue et tu profites de rien. Et puis au bout de 6 mois, elle était là à me dire tout ça. Je lui dis, écoute, d'accord, tape là, tu viens et tu t'occupes de tout ça. Et donc, elle est rentrée dans l'atelier et elle a effectivement déclaré mon nom à l'INPI. Elle m'a fait faire des logos, des prospectus. Elle m'a fait un site sur Instagram. Et depuis 4 ans, elle fait ça et elle me fait un peu exploser en plein vol, disons. Parce que comme elle fait beaucoup de commercial, moi, je ne faisais pas de commercial. J'ai eu la chance que les gens viennent à moi, comme j'étais la seule pendant 20 ans. Si quelqu'un voulait de la marqueterie de paille, en création, en restauration, il atterrissait forcément ici. La réussite et le succès font qu'aujourd'hui, il y a de la concurrence, ce qui est normal, puisque moi, c'est ce que je voulais, c'est que cette matière soit utilisée aussi par d'autres. Si j'étais restée la seule à faire de la marqueterie de paille, c'était pas bon signe. C'était pas bon signe, voilà. Non, ça, donc sûr. Aujourd'hui, il y a une vraie concurrence, et comme il y a une concurrence, il y a besoin d'être toujours la meilleure, c'est sûr. Donc d'innover toujours, de présenter toujours des nouvelles choses, et d'aller se vendre. Et donc c'est ma fille qui fait ça, parce que moi je sais pas me vendre. Ah oui. Moi je suis bonne à l'atelier, je suis bonne à réfléchir à des motifs, à trouver des nouvelles applications pour la marqueterie de paille. Pour me vendre, je suis pas bonne. Donc ma fille fait ça beaucoup mieux que moi.
Quelle équipe? Ben oui, c'est une bonne équipe. Et du coup, on a été faire des tournées commerciales, comme ça s'appelle, à Dubaï, en Russie. Bon, aux États-Unis, moi, je travaille beaucoup. Hein, moi. Alors justement, je voulais qu'on parle Oui. de Par Excellence New York. Alors voilà, Vous pouvez nous expliquer ce que c'est voilà. et comment ça marche? 60% de mon chiffre d'affaires, moi, se fait aux États-Unis. D'accord. Depuis le début, en fait, depuis le temps où je fais de la création. Ah oui, La c'est restauration, intéressant. c'est en France. La création, c'est vraiment aux États-Unis. Et donc, comme je travaillais déjà beaucoup avec les États-Unis, on a été contacté par Charles Jouffre qui voulait ouvrir donc un showroom à New York qui s'appelle Par Excellence et réunir une dizaine d'artisans du savoir-faire français. Donc, on a été un des premiers à être contactés et à accepter d'y aller. Comme moi, j'avais déjà beaucoup de clients aux États-Unis, je trouvais ça utile d'avoir un showroom aux États-Unis pour pouvoir recevoir des clients et puis aussi pour élargir la clientèle. On est dans le showroom depuis 4 ans. Moi, je suis contente parce que je m'étais donné 4 ans pour voir si financièrement c'était rentable, parce que Bien c'est quand sûr. même un vrai Un investissement. investissement, oui. Ça y est, je couvre mes frais et je rentabilise l'investissement qu'on fait à D'accord. New York. Et petit à petit, je sens que ça va vraiment rendre financièrement de façon plus intéressante. Mais je suis très contente, D'accord. très contente. Et Mais je ne l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu ma fille. Mais J'aurais pas là, fait aujourd'hui, vous avez un studio, il y a à peu près 8 personnes qui travaillent, parce que votre fille, elle n'est pas à l'établi. Non, elle n'est pas à l'établi. Donc C'est- les 8 autres travaillent à Ah oui. l'établi, parce Ah oui, qu'il faut absolument. produire en fait toutes ces Bah, commandes. il faut produire, oui. Il faut produire les mètres carrés de murs qu'on fait, il faut produire les meubles qu'on nous commande, oui. Donc on est 8 à vraiment, parce que moi je travaille aussi à l'établi, moi c'est ça que j'aime. Oui, mais c'est quand même petit aussi, c'est-à-dire qu'il y a un moment, vous n'avez pas peur de trop vous développer? Parfois si. Ouais. Moi je veux que ça reste un atelier à taille humaine en fait, Ouais. pour pouvoir continuer à avoir, à savoir ce qui sort de l'atelier. J'ai pas du tout envie de devenir une entreprise de 300 personnes où on fasse du mètre carré. Alors pendant longtemps, ça a été bien, on était 3-4, ça allait, on fournissait. Comme ça marche de mieux en mieux, Ouais. aujourd'hui on est 9, et puis aujourd'hui il y a d'autres ateliers qui en font. Moi toute seule aujourd'hui, je ne pourrais pas répondre à toute la demande Non, bien sûr. pour la marqueterie de paille, ce que j'ai fait pendant 20 ans. hein. Ouais. Voilà. C'est Aujourd'hui vrai. je ne pourrais plus. Donc j'essaye de garder les choses les plus intéressantes, Ouais. les plus exceptionnelles à faire. Et Et ce que vous disiez, c'est que vous aimez travailler vous-même. ah, moi c'est Vous ça que voulez pas j'aime. arrêter ça. Ah non, 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 moi j'aime être à l'atelier, là, à chercher des motifs, à faire des nouveaux dessins, à faire des... Alors, comme j'ai fait beaucoup de mètres carrés aussi au début, aujourd'hui je me garde la part la plus intéressante de mon Bien métier. sûr. C'est-à-dire par exemple un éventail pour du Velleroy, ben, c'est moi qui le fais. Voilà. Alors on va raconter cette histoire quand même. Voilà, donc ça je me garde ça, je me garde les... Alors cet les- éventail pour Duvalleroy, alors on rigole toutes les deux parce que Duvalleroy c'est la maison d'éventail que j'ai rachetée il y a 10 ans avec mon associée Héloïse Gilles. Mhm. Héloïse Gilles dirige aujourd'hui la maison et toutes Oui. les deux, vous avez travaillé pour Homo Faber sur cet éventail double face Oui, qui s'ouvre des exactement. deux côtés Oui. et qui dessine 4 motifs selon le sens dans lequel on l'ouvre. Exactement. Vous avez fait là, lisons, une prouesse technique extraordinaire. On voit la voie lactée, on voit un motif Qui représente un peu le carrelage de la place Saint-Marc. de l'Italie, ouais, c'est ça, exactement. Oui. Et donc, il faut aller sur le site Instagram, enfin sur l'Instagram, pardon, de Duvalleroy pour aller voir les images ou le vôtre. Oui. Et sur cet éventail-là, donc vous avez pris particulièrement plaisir. Ça, j'adore, Ouais. voilà. On m'apporte quelque chose de nouveau que j'ai jamais fait, où il y a vraiment un travail de recherche des couleurs et de comment je vais faire pour réaliser le dessin que vous me montrez. Ça, j'adore. Ça, je me le garde. C'est amusant, mais en même temps, c'est très technique, Ouais. c'est beaucoup de travail. C'est petit aussi. C'est petit, c'est petit. Et Vous avez une préférence sur les formats sur lesquels vous travaillez? Vous aimez particulièrement J'aime pas les toutes petites choses. Ouais, d'accord. Par exemple, des cadrans de montre Ouais. ou des C'est bijoux. moins votre truc. C'est moins mon truc parce que je trouve que la paille, elle a besoin de lumière. Donc, on a besoin quand même d'une surface relativement grande pour que la lumière puisse se refléter sur la paille. Et sur un tout petit cadran de montre, c'est beaucoup de travail et on voit même pas que c'est de la paille. Moi, j'aime faire des meubles, des pieds de lampe, des objets un peu exceptionnels justement comme un éventail, mais j'aime pas travailler sur du minuscule. Je D'accord. trouve que la paille n'est pas faite pour ça. La paille, elle a besoin d'expansion pour montrer sa lumière. Et vous avez dans le studio quelqu'un que vous avez formé qui pourrait faire continuer l'atelier Lison de Cône Ils viennent tous d'écoles d'ébénistes où ils ont appris la bénisterie, ils se sont formés à la marqueterie de paille, à l'atelier. J'ai un chef d'atelier avec qui je travaille depuis 20 ans. Ah oui, d'accord. Voilà, même plus de 20 ans, ça fait 24 ans. Donc j'ai vraiment formé complètement et qui aujourd'hui est mon bras droit. Je veux dire, Ouais. point de vue technique,
il est formidable pour tous les meubles. Mais c'est difficile la transmission d'une affaire, parce que ma fille, je trouve, Pauline, a un très bon œil. Elle a des idées, elle a un œil. Mais après, l'idée de ce qu'on va faire et la réalisation, c'est-à-dire l'application de l'idée à faire en marqueterie de paille, il y a quelque chose là que je crois encore être la seule à pouvoir faire à l'atelier. C'est là, en fait, où je me sens encore indispensable. Bien sûr, parce que vous êtes la même personne qui maîtrise à la fois la créativité et la technique. Oui. Et séparer ces deux choses-là, voilà, c'est un vrai sujet. Il y a un moment, voilà, exactement. Donc là, je crois que j'ai vraiment encore une place dans mon atelier. Je m'en doute, oui. Justement pour faire tout ça. Alors que maintenant, les mètres carrés, les meubles, mon chef d'atelier, il gère toute l'équipe là-bas. Je sais que ça va être très bien fait, je fais entièrement confiance. Mais il y a encore par exemple, les vitrines qu'on a fait pour Van Cleef, ils m'ont donné tous les livres de leur collection, donc il a fallu regarder leur collection, imaginer ce que j'allais faire comme dessin, faire les dessins, proposer ensuite comment ça allait faire, et ensuite le réaliser en paille. Ça, il n'y a pas encore quelqu'un dans mon atelier qui est à même de le faire. Je comprends. C'est amusant, mais en même temps c'était passionnant, parce qu'il y a vraiment eu un travail de recherche et de comment transmettre et traduire l'esprit de Van Cleef dans de la marqueterie de paille. Alors on avait fait des elfes, puisqu'ils ont fait beaucoup d'elfes, vous savez, en bijoux, qui étaient sur des trapèzes, enfin, puis un oiseau qui s'en va d'une cage, puisqu'ils ont fait beaucoup de broches d'oiseaux. Donc c'est là où il y a vraiment une création et une culture artistique. Bien sûr. J'ai vécu dans un milieu où j'ai vu beaucoup de choses, je connais bien le mobilier. Donc voilà, tout ça m'enrichit et me permet de faire des choses un peu créatives. Et alors, vous avez une technique qui appelle, je trouve, les dialogues avec d'autres savoir-faire. Vous m'avez montré tout à l'heure dans votre showroom un dialogue avec Manuela Paul-Cavalier qu'on a entendu dans le podcast. Ça doit être un bon moment pour vous, non, d'aller collaborer avec des... C'est formidable, ça, parce que Manuela, on fait partie toutes les deux d'une association qui s'appelle les Grands Ateliers de France, donc qui réunit à peu près 80 artisans très top et très pointus. Et ça fait longtemps que Manuela et moi, on se dit, mais il faudrait essayer de coller de la feuille d'or sur de la paille. Ça s'est jamais fait. Et donc on a fait des essais, ça tenait pas, donc on a recommencé. Et finalement, ça a tenu, donc on était contente du résultat. Donc on avait fait un meuble ensemble qu'on avait présenté au Salon Révélation. Et puis depuis, on a fait déjà 2 chantiers avec Manuela, de dressing et de salon entièrement en marqueterie de paille, recouvert de feuilles d'or. Parce qu'en fait, vous avez créé une matière. Exactement, on a créé la matière. Alors après, il faut la vendre, c'est-à-dire qu'il faut la présenter aux décorateurs en leur disant, ben voilà, regardez, la marqueterie de paille, c'est pas uniquement de la paille couleur paille, collée en paille droite. On peut aussi vous proposer ça. Et ils adorent ça, les décorateurs, parce qu'en fait, ils ont envie qu'on leur apporte... Qu'on les nourrisse. Qu'on les nourrisse, exactement. Avec des nouveaux dessins, des nouvelles matières, des nouvelles associations. Moi, c'est ça qui m'amuse le plus en ce moment, c'est vraiment d'innover, c'est-à-dire de montrer que la paille, on peut faire énormément de choses avec la paille. Et alors, sur le secteur des métiers d'art, je pense que vous avez vu l'évolution sur la perception de ce secteur par le grand public, mais même par les clients. Comment vous percevez cette histoire-là ? Écoutez, moi je trouve que ça a quand même beaucoup évolué. Parce que je repense au moment où j'ai commencé, c'était la grande période dans les années 80-90 où on faisait des portes ouvertes dans les ateliers. Et donc ça a commencé, les gens ont commencé à s'intéresser à ces ateliers dans les fonds de cours. Le renouveau a commencé comme ça, je trouve. D'accord. Toutes ces ouvertures d'ateliers, de plus en plus d'expositions. Et puis des associations comme les Grands Ateliers de France qui ont 23 ans, qui ont réuni les artisans d'art et donc qui ont fait une vraie synergie entre eux, qui ont permis aussi à chacun d'évoluer, de se nourrir de la richesse des autres ateliers, des autres expériences. De partager des clients aussi parfois. De partager des clients, absolument. Et puis les maîtres d'art, qui est quand même une belle institution, puisque ça permet à des métiers en danger de mort de survivre, parce que l'idée même d'être maître d'art, c'est d'avoir un élève, c'est-à-dire de transmettre son savoir-faire à un élève. Et quand on est maître d'art,
on nomme en même temps un élève qui doit rester pendant 3 ans chez le maître d'art pour apprendre le métier. C'est votre élève, du coup, votre chef Non, d'atelier? c'est pas mon élève. Moi, j'ai eu une élève, Valérie, qui est restée 14 ans chez moi. Ah, d'accord. Qui a tout appris de la restauration. Elle faisait pas de création dans mon atelier. Elle était vraiment passionnée par la restauration. Elle a tout appris à l'atelier. Il y a, je crois, 4 ans ou 5 ans, elle a ouvert son propre atelier de marqueterie de paille. Elle est à Nemours. Ça doit être quand même un moment étonnant parce que par définition, vous formez vos concurrents. Ben oui. C'est comme ça, c'est le jeu. Ben c'est comme ça, mais c'est le jeu. Ouais. Si je reste la seule, oui, c'est pas drôle. C'est pas drôle non plus. Hein. Donc oui, j'ai formé beaucoup de concurrents parce que j'ai eu beaucoup de stagiaires ou même de gens qui ont travaillé 1, 2, 3 ans à l'atelier et qui aujourd'hui font de la marqueterie de paille. Et je vois tout ce qu'ils font sur Instagram et bon, ben c'est le jeu, mais en même temps, c'est ça qui fait que la marqueterie de paille est sortie de l'oubli. Bien sûr. sûr. Il y a plein de gens qui la travaillent aujourd'hui. Bien sûr. Et puis, je suis aussi jurée du prix MOF, meilleur ouvrier de France. Ah, il y a une discipline en marqueterie de paille? Oui, depuis 4 ans. Mais bravo, Lison! Mais oui, depuis 4 ans, il y a eu le premier MOF en marqueterie de paille. On en a sélectionné 2. C'est parallèle au MOF en marqueterie de bois. Et donc, la première fois, il y avait 3 concurrents. Et cette année, il y avait 4 concurrents en marqueterie de paille et 6 concurrents en marqueterie de bois. Donc ça veut dire vraiment que la marqueterie de paille est en train de plus en plus de plaire à plein de monde et de prendre vraiment une place dans la marqueterie. Il y a aujourd'hui la marqueterie de paille. Ça c'est... Ah oui, non, c'est bien. Et donc on a nommé une jeune femme. Donc il y a 3 MOF en marqueterie de paille aujourd'hui dans le monde. C'est bien. Ouais, et ça vous réjouit? Oui, ça me réjouit parce que c'est... Tout mon travail, c'est pour ça, hein. C'est pour que ma matière sorte de l'oubli. Elle est sauvée et sortie de l'oubli. On vous prenait pour une folle avant? Oui, on me disait, bon, oui, c'est intéressant, mais enfin bon... Comment tu crois que tu vas réussir vraiment à percer? Oui, et puis oui. Il faut y croire. Alors, on se finit toujours le podcast par une question. Je suis une fée et j'ai une baguette magique. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous, en tant qu'artisan d'art, avec ma baguette magique? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? J'ai pas un souhait en me disant ça, j'aimerais tellement, parce que tout ce que j'ai voulu, je l'ai. Je suis très heureuse. J'ai vraiment réussi ce que je voulais réussir dans ce métier. C'est génial. Ouais. Alors, la baguette magique, c'est continuer. Continuer. Voilà. Le plus longtemps. Pas mal, le plus longtemps possible. De toute façon, moi, je ne me vois pas mourir autre part que dans mon atelier. Donc, oui, de continuer, d'avoir encore des idées, de continuer à être créatrice de plus en plus. Parce que moi, je ne m'estime pas, je ne suis pas designer. Mon grand-père était un designer. Il dessinait ses meubles et en plus, il les réalisait souvent lui-même. Moi, j'ai besoin souvent de la collaboration de designers. D'accord. Parce que je ne sais pas forcément voir dans l'espace le meuble que je veux dessiner. Par contre, je sais voir ce que je vais mettre dessus. Donc la collaboration avec un designer qui va m'apporter des pièces un peu exceptionnelles et on va réfléchir tous les deux à la façon dont on peut faire de la paille dessus. Là, je suis bonne. Je comprends. C'est un bon complément, un bon duo. J'aime bien la collaboration avec d'autres designers, avec d'autres créateurs. Oui, continuer à innover, à trouver des nouvelles matières et puis continuer à susciter de l'intérêt en fait. Ouais. À ce que de plus en plus de gens, de décorateurs, de particuliers se disent mais oui, c'est magnifique, c'est vrai, il faut utiliser cette matière. Merci Lison de Cône. Merci à vous. Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @métiersrares. Suivez-moi sur Instagram @RaphaëlMétiersRares. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. Je dis à peu près ce que ça va. Non, vous avez dit que des bêtises, c'était pas intéressant du tout. Non, mais j'ai couvert le truc à peu près. Non, mais bien sûr que vous avez couvert le truc. Je crois qu'on n'a rien oublié, vous avez l'impression qu'on a oublié quelque chose?
Non, j'ai bien parlé de mon grand-père parce que je veux toujours lui rendre... Ah oui, là bien, on a dit que c'était l'ange gardien. Oui, oui, mais c'est lui. Vous voyez, il est là, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, il mais c'est regarde. drôle qu'il soit pas venu tout de suite à votre esprit. Oui, parce qu'ange gardien, je voyais quelque chose de plus éthéré. Ouais. Il n'y a pas une présence humaine, mais je dis souvent que mon grand-père, il me surveille encore, quoi. Il regarde si je fais bien. Mais j'ai pas compris. Vous l'avez connu? Oui, je l'ai connu. Vous l'avez connu? J'allais dans son atelier quand j'étais petite. D'accord. Je me souviens, j'avais 13 ans, il m'avait apporté de la paille et comme j'étais assez douée de mes mains, j'avais collé de la paille sur un livre. Oui, oui, donc j'ai... Vous avez des souvenirs de lui et travailler avec lui? Absolument, mais j'aurais bien voulu me former dans son atelier, il aurait été ravi. Mais du coup, son atelier à lui, il a fermé? Et il a fermé son atelier dans les années 55. D'accord. Et personne n'a repris parce que sans lui, il n'y avait plus de clients? Ça marchait pas. Ça marchait pas. Il a liquidé tous ses outils, Ah oui. bradé, ses meubles ne valaient plus rien. Et la paille, on en a gardé dans la famille parce qu'il y avait une valise avec de la paille que j'ai récupérée, mais c'est vraiment par hasard. Hein. Et ces meubles aujourd'hui, ils valent beaucoup d'argent? Des fortunes. Des fortunes. Des fortunes. Le meuble qui est aux Arts Déco, c'est celui-là. Le meuble anthropomorphe. Des fortunes. Et moi, j'ai vécu au milieu de ces meubles parce que mes grands-parents, il y avait l'homme et la femme qui encadraient la chambre de ma grand-mère. Mais vous les avez quand même gardés, vous en avez certains? Ceux-là, on n'a pas pu les racheter parce qu'ils ont été rachetés aux Arts Déco, très cher. Ma grand-mère dormait dans un lit en galucha magnifique qui a été vendu aussi. Et moi, j'ai des petits objets, j'ai pas mal d'objets en paille. Chaque fois que je peux, je rachète des objets en paille de mon grand-père. Il n'y a pas longtemps, j'ai racheté en salle des ventes un plateau de mon grand-père. Donc je rachète. Et puis parfois vous en restaurez, j'imagine. Ça doit arriver à l'atelier. Oui, alors voilà, je les restaure. Là, j'ai un meuble de Royère qu'on va m'apporter à restaurer. Parce que par définition, tous les objets de votre grand-père, c'est lui, avec ses mains, qui a travaillé dessus. Surtout la paille. C'est émouvant quand même. Ben oui. Oui, c'est émouvant. Ouais.